Bonjour à tous, nous allons examiner une question qui remonte à la plus haute Antiquité, plus exactement même au déluge, mais qui a été magnifiquement relancée par un scruteur de modernité, Charles Baudelaire, avec ces mots du XIXe siècle. Je pense à la négresse, amaigrie et phthisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. Cette question, c'est donc celle qui touche aux minorités passe-frontières. Nous allons parler migrations internationales et relations interethniques. Un laboratoire de recherche installé à Poitiers étudie la question migra-inter et nos deux invités y sont associés. Anouche Kunt, avec laquelle il sera question des Arméniens, et Yann Sioldo-Zurcher, qui parlera des rapatriés, comme on a dit à un moment, et comme on continue de dire, les rapatriés d'Algérie, à la fois pieds noirs et harkis. Nous avions, parenthèse, prévu d'évoquer le sort, à la fois ancré dans l'histoire et en suspens, des Palestiniens avec Anna Jaber, historienne associée au Collège de France. Mais Anna Jaber est retenue dans quelques Kurdistan et elle n'a pu nous rejoindre. Nous le regrettons, ce n'est que partie remise. Je parlais du terme rapatrié d'Algérie et la dénomination ne va pas de soi. Et je voudrais d'emblée, avec vous, aborder la valse hésitation terminologique en vous citant un extrait d'un petit livre très bien dans la collection Interventions de la Maison des Sciences de l'Homme, La condition de l'exilé d'Alexis Nousse. Il livre une liste qui n'a rien d'exhaustive. Exilés, étrangers, émigrés, immigrés, migrants, issus de l'immigration, expatriés, rapatriés, déplacés, déracinés, réfugiés, demandeurs d'asile, clandestins, sans-papiers, apatrides, bannis, proscrits, parias, errants, exclus, disparus, refoulés, etc. Je m'arrête là. Je pense que le triangle des Bermudes pourrait être exilés, migrants, réfugiés, mais il faut faire un sort à rapatrier. Rapatrier, étymologiquement, le terme est très simple, c'est quelqu'un qui revient dans sa patrie. Donc à partir de là, on est dans une idée où quelqu'un qui était à l'extérieur de la patrie et qui était installé dans un pays étranger revenait dans l'endroit qui était juridiquement le sien. C'est ça le terme rapatrier. Mais ça, le terme juridique, somme toute, est un peu trop théorique. Ça gomme complètement la notion d'expérience migratoire. C'est-à-dire qu'un rapatrié ne revient pas chez lui avec la facilité qui serait celle du fils prodigue qui revient et qui s'installe. Le rapatrié est quelqu'un qui revient aussi avec une expérience migratoire qui peut être extrêmement douloureuse. Le rapatrié, c'est quelqu'un qui se réinstalle dans un pays, parfois après plusieurs générations d'absence. Donc il ne faut absolument pas oublier que dans le terme rapatrié, il y a la notion de quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas et qui l'endroit où il s'installe, ou qui ne connaît pas forcément l'endroit où il s'installe. Donc le terme rapatrié nécessite implicitement de comprendre et de toujours penser qu'il y a une expérience migratoire qui peut être aussi la même que celle du migrant, la même que celle de l'exilé, la même que celui de l'exilé, etc. Mais migrants et réfugiés sont les deux mots les plus souvent employés. Et il arrive qu'on fasse une distinction en ce moment, notamment, on a de la part de l'Europe un oui aux réfugiés, attention aux migrants. Vous pourriez rappeler la différence entre migrants et réfugiés? Elle est très clairement juridique. Le migrant est quelqu'un qui est étranger, qui traverse une frontière, de façon légale ou non légale. Le migrant peut arriver légalement dans le pays où il s'installe, où il vient en tout cas séjourner, mais il peut être aussi sans papier et donc illégal. Le réfugié, c'est quelqu'un qui dépend d'un autre statut qui n'est pas celui du migrant, mais qui est celui, en France en tout cas, de celui de l'OFPRA. Vous, on est aux antipodes des rapatriés, puisqu'il s'agit presque d'une mise en abîme de la marginalité. Vous avez étudié les Arméniens qui, déjà en Turquie en particulier, étaient cantonnés
parfois se cantonnaient dans les marges, Anouchkunt. Alors, je pense qu'il faut être plus prudent, puisque en réalité, pour s'en tenir donc à cet espace, à l'espace de l'ancien Empire ottoman, les Arméniens sont présents depuis le départ de cette histoire. Depuis des siècles, ils ont connu certes un statut de dhimmi, qui est un statut inférieur au regard donc, de la loi coranique, donc, qui assignait les populations non musulmanes à donc, ce statut inférieur en échange d'une protection. Mais pour autant, le processus de marginalisation n'a pas lieu dès les premiers temps hein, de la conquête ottomane, et c'est plutôt au XIXe siècle que le processus commence à se mettre en place avec le problème des réformes qui sont censées, donc les mouvements des Tanzimat sont censés émanciper les populations dhimmi, donc non musulmanes, et leur donner l'égalité juridique. Cette question-là va effectivement, alors elle aurait pu avoir une autre issue, mais elle aboutit effectivement à ce processus de marginalisation, mais c'est quand même sur la durée, et tout se précipite au tournant du XXe siècle et durant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon, où en effet, là, on entre dans une autre logique et dans un processus génocidaire pour le coup. Voilà, alors vous parliez de prudence, mais il y a à voir avec la modernité. Je citais en ce sens Baudelaire, et un des facteurs de modernité, c'est un lait LEGS avec lequel il faut compter, c'est le génocide. Et de ce point de vue, les Arméniens sont à leur corps défendant un cas d'école. Du coup, il y a une migration dans l'urgence. Ce n'est pas une circulation totalement habituelle. Et j'aimerais qu'on puisse parler, le sens commun dit ce sont des vagues qui font tache d'huile. J'imagine que vous, historien, expert, vous parlez autrement. Vous parlez, j'imagine, de parcours, d'espaces de transit, etc., etc. Oui, en effet. Bon, déjà, il y a la migration, si je puis dire, de la déportation elle-même, puisque une des techniques d'anéantissement et de mise à mort des Arméniens, c'est justement la déportation. Donc on les déplace à travers leur territoire ancestral pour les mener vers les déserts de Mésopotamie, où ensuite ils sont exterminés. Donc il y a déjà ce premier temps, effectivement, c'est pas ce que vous appelez, par rapport à l'idée de tache d'huile, on est vraiment déjà dans on vide l'Anatolie de sa population arménienne. Et ensuite, donc, on a un monde de rescapés, de réfugiés sur tous les pourtours de la Turquie, donc du Caucase au Proche Moyen-Orient, en passant par Chypre, puis les Balkans, la Grèce, la Bulgarie. Et on a là un monde qui n'est pas immédiatement mobile, et qui se cherche, qui est en suspens, qui attend aussi le règlement du premier conflit mondial dans l'espoir, bien sûr, de retourner dans les foyers, sur la terre d'origine, et ça n'arrivera pas. Donc, en fait, le processus n'est pas celui de la migration dans l'urgence, mais de quelque chose qui donc procède d'une déportation, d'une mise à mort, et d'un état de survivance qui attend un dénouement, une réponse de la part de la communauté internationale, qui ne perd pas l'espoir de rentrer, et en réalité qui va se trouver dans une toute autre configuration, mais ça prend du temps. Hein, il faut du temps pour que les choses deviennent lisibles, et pour qu'on comprenne, en fait, on reviendra éventuellement sur les circonstances, mais que le retour n'est pas possible, et qu'il va falloir désormais se projeter autrement dans l'espace, et devenir du coup un groupe apatride, privé de ses droits nationaux. Se projeter autrement, et jusqu'où? Alors absolument partout, puisque on voit passer en fait les réfugiés arméniens, donc les exilés, ou au moment même de la migration, les migrants, hein, là-dessus, on les voit passer de Marseille à Cuba, où ils vont et viennent. Il y a un moment comme ça de grande instabilité des trajectoires, puisque les gens, d'une part, se cherchent, les familles essayent de connaître leurs survivants, leurs membres rescapés, donc les orphelines cherchent leur mère. Voilà, c'est un monde comme ça qui parfois met des années avant de retrouver de reconstituer le puzzle familial, quand il est évidemment possible de le faire.
ce qui n'est évidemment pas toujours le cas, puisqu'on est aussi face à des gens endeuillés, souvent veufs, orphelins. Bon. Et donc, les gens se cherchent aussi du travail. Donc, il y a toutes sortes de migrations comme ça qui se mettent en place. Et c'est vrai que la projection dans l'espace, elle se fait à l'échelle planétaire, puisque vraiment, alors, moins vers l'Asie, moins vers l'Extrême-Orient que vers les États-Unis ou l'Amérique latine, l'Amérique centrale, la France bien sûr, enfin, et puis tout le bassin méditerranéen. Mais le journaliste qui a le grave défaut de toujours chercher des images, j'en ai donné quelques-unes en les attribuant au sens commun, vague, tache d'huile. Il faudrait parler d'errance spectrale. Comment verriez-vous quelle image qui resterait compatible avec vos études verriez-vous à propos des Arméniens? Je pense pour les premiers temps, de la sortie forcée et le bannissement qui donc change complètement le paradigme de la migration arménienne, sachant que les circulations arméniennes sont très anciennes. Hein, donc, mais là, c'est vrai qu'il y a une césure donc à l'issue de la Première Guerre mondiale. Je dirais qu'il y a... Ce qui domine pour moi, c'est l'impression d'instabilité. Déjà, c'est plutôt que de... Je ne sais plus comment vous disiez... Je parlais d'errance. Errance. C'est plutôt l'instable, moi, qui me paraît... mais presque une instabilité ontologique, quoi. Et puis, j'aime aussi la formule d'une géographe qui s'appelle Aïda Boudjikanian et qui décrit la mobilité turbulente, quelque chose comme ça, une turbulence qui va s'atténuer, selon elle, dans les années 50. Hein, pour la première génération de réfugiés, il y a cette turbulence qu'elle observe pendant des décennies. Sachant qu'ensuite, quand cette génération-là se stabilise à peu près, d'autres vagues de réfugiés arrivent, puisque les Arméniens formaient au Proche-Orient, au Moyen-Orient, des communautés de réfugiés donc, ayant des statuts minoritaires et extrêmement sensibles, du coup, aux tensions politiques, aux conflits locaux, et à chaque fois, ça relançait la question de la migration et voilà, donc sur tout le siècle, corrélé au grand conflit du Proche-Orient, voilà, de nouvelles vagues de réfugiés se sont mises en branle, et donc on rejoint ou pas d'ailleurs les anciennes communautés, les membres de la famille au Canada. Donc on a vraiment des migrations perlées sur tout le XXe siècle. Je ne parlerai pas de vos rapatriés, parce que ce serait perpétuer cette espèce de mépris qu'on sentait au sommet de l'État les concernant au moment des événements à partir de 1962 sous Charles de Gaulle. Mais quelle image vous viendrait à l'esprit? Parce que là, nous sommes plus proches de la vague. Oui. Et encore, la métaphore de la vague, personnellement, ne le prenez pas mal, n'est pas quelque chose qui, moi, me convient. Parce qu'on a malgré tout l'idée intrinsèque d'un flux, d'un reflux et de quelque chose qui ne s'arrête jamais. Or, l'histoire des rapatriés, c'est quelque chose qui est extrêmement, à mon avis, inverse à l'idée de vague. C'est-à-dire que vous avez des flux qui arrivent, mais qui vont être extrêmement encadrés par l'État. Et parce qu'il y a une politique d'État, il y a une politique de sédentarisation extrêmement rapide. Et lorsqu'on pense rapatriés, et notamment rapatriés d'Algérie, puisque tout le contexte juridique va se construire en parallèle à la sortie de guerre, qui va être commencée réellement à partir de 1959 et s'accélérer à partir de 1961, tout va consister pour l'État de réguler cette migration, qu'il anticipe moyennement, pas très bien, mais qu'il anticipe malgré tout, et qui va consister effectivement à accueillir les individus qui arrivent et immédiatement les sédentariser et les réinstaller. Et là, pour le coup, le préfixe « R », rapatrier, réinstaller, retour, enfin retour c'est pas un préfixe, mais qu'importe, mais il y a quelque chose dans la politique d'État qui consiste à réellement sédentariser immédiatement et à arrêter cette idée de flou que tu décris très bien pour les autres migrants. Et je crois effectivement que la grande différence qu'il y a entre migrants, et notamment ceux qu'Anoush Kunt décrit et étudie avec la précision que l'on sait, et les rapatriés d'Algérie, c'est qu'il y a une politique d'État qui va consister à sédentariser immédiatement et à réinstaller. C'est ça la caractéristique. Mais quand vous dites politique d'État, ça peut aller jusqu'au camp d'internement,
Et ça concerne aussi toute une législation qu'on peut aussi bien subir que susciter. Alors, effectivement, il y a eu, d'un point de vue statistique, pour de rares personnes, effectivement, des sédentarisations extrêmement forcées, dans des endroits, effectivement, peu accueillants. Et c'est le cas des harkis. Mais l'immense majorité des rapatriés sont des individus qui dépendaient d'un statut juridique du temps de l'Algérie française, très différent de celui des musulmans. Et lorsque j'utilise musulmans, ce n'est pas une métaphore, c'était le terme de l'administration. Donc lorsqu'il faut penser rapatriés, il faut penser à la base le statut des individus qui était le leur dans l'Algérie coloniale. Lorsque vous étiez français et citoyen, puisque l'Algérie coloniale distinguait les individus, lorsque vous étiez français et citoyen, c'est-à-dire ce que l'administration caractérisait comme européen, incluant dans la notion d'européen la population juive d'Algérie séfarade qui n'avait aucune origine européenne et encore moins française. Mais qu'importe, l'administration depuis 1870 les considérait comme des Européens. Lorsque vous étiez de ce statut français et citoyen, vous arriviez en France métropolitaine avec les mêmes droits de tous les Français et citoyens, c'est-à-dire ceux qui ont la libre circulation, qui est quand même au cœur du principe démocratique. Donc les individus, la majorité des individus et des rapatriés d'Algérie qui arrivent extrêmement rapidement, 600 000 personnes entre le printemps et l'automne 1962, ce qui est énorme pour une population d'1 million d'habitants, donc va être immédiatement installé en France métropolitaine, encadré dans sa réinstallation, et finalement, même si l'État s'y a tenté de le faire, s'y est essayé, va être libre de circuler. Et c'est là qu'intervient la politique d'État français qui va consister à les réinstaller extrêmement rapidement. Pas dans l'endroit où ils souhaiteraient, mais à les réinstaller quand même. Les réinstaller, ça veut dire donner un logement rapidement, mais les possibilités aussi d'emploi et de réinstaller dans l'emploi qui était celui des individus avant leur migration. Donc toute la politique d'État va consister à atténuer l'expérience migratoire pour un retour extrêmement rapide des situations sociales qui étaient celles des individus avant leur départ d'Algérie. C'est ça l'histoire des rapatriés d'Algérie. Donc c'est une politique d'État de sédentarisation et de réinstallation. Puis vous avez les populations harkis. Et la population harki, elle, était de citoyenneté française, de nationalité française, mais pas de citoyenneté française. C'est-à-dire qu'en Algérie, ils n'avaient pas les mêmes droits de vote, même si l'Algérie était française et considérée comme un département français, n'avait pas du tout les mêmes droits de vote que les Européens. Il y avait 2 collèges électoraux. Il y avait 2 collèges électoraux. Et dans la réforme de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, auparavant, ce n'était même pas le cas. Donc on a une population qui, là, pour le coup, a des droits en tant que Français, mais aucun droit en tant que citoyen. Et là, pour le coup, vous avez une population extrêmement démunie, et l'État est inquiet, extrêmement inquiet, puisque la population harki est considérée comme harki puisqu'elle a une expérience militaire, en tout cas pour les hommes adultes. Et là, vous avez une immigration familiale qui arrive, à la fois de ces hommes adultes, de leurs femmes, de leurs enfants. L'État va considérer qu'il va falloir se protéger. Le terme est un peu fort, mais il ne me semble pas malvenu. Va savoir se protéger politiquement de ces individus qui auraient peut-être la capacité de rejoindre les rangs de l'OAS. Avec un facteur religieux, ne surinterprétons pas à la lumière d'aujourd'hui, mais qui peut jouer. Avec un facteur religieux qui peut jouer, et tous les fantasmes et les stéréotypes qui y sont rattachés, bien évidemment. Et on sort d'une histoire coloniale longue, et l'histoire coloniale est une histoire qui consiste à distinguer les individus, et distinguer selon des catégories construites, et notamment religieuses. Donc dans la France laïque, de celle qui s'est construite avec la Troisième République, en Algérie, puisqu'elle était juridiquement française, vous n'aviez pas du tout les mêmes principes de catégorisation des individus, et en Algérie, un musulman était catégorisé comme musulman. Et donc, à partir de là, avait des droits, et notamment des droits de citoyenneté, extrêmement réduits par rapport aux autres populations. Et donc là, l'État, avec cette population qui arrive, bien moins nombreuse, bien évidemment, va mettre en place une politique de régulation, mais qui, au lieu d'être une politique de régulation sociale pour les Français d'Algérie, va être une politique de régulation politique. Et donc il va falloir les mettre à l'écart, les surveiller, les encadrer, puisque l'État considérait qu'ils n'étaient pas à même de pouvoir, avoir une autonomie
dans la France métropolitaine, et deuxièmement, les surveiller d'un point de vue politique, puisqu'à leurs yeux, ils composaient une population qui pouvait être sensible aux arguments de l'OS. Et là, c'est l'ouverture de camps d'accueil, de camps d'installation. Alors on en a principalement dans le sud de la France, mais moi je pense toujours à un petit camp qui est en Auvergne, qui s'appelle Bourg-Lastic, et qui est un lieu d'installation dans des coins extrêmement perdus. Comment s'appelle-t-il ? Bourg-Lastic, dans les Combrailles, un coin extrêmement perdu, et qui consiste à reléguer ces populations-là dans des endroits où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas d'ailleurs aucune ressource alimentaire, et ce sont des camps militaires généralement d'entraînement où les populations vont être mises. Les rapatriés d'Algérie, lorsqu'ils sont français, eux ont la libre circulation et peuvent s'installer là où ils le désirent. Et d'ailleurs l'État, et c'est ça qui est intéressant de mon point de vue, c'est que l'État va mettre en place une politique qui va consister à rapidement éviter pour les Français d'Algérie tout ce qui est bidonville, lieu de relégation, en mettant en place des politiques de logement, en mettant en place des politiques de construction de logements, d'attribution de logements, d'accueil au départ et de réinstallation professionnelle extrêmement rapide et qui va fonctionner. Réinstallation, ce n'est pas du tout le cas avec les Arméniens. Nous sommes, au contraire, me semble-t-il, dans un registre qui joue à la fois sur la visibilité et l'invisibilité, mais je voudrais que nous puissions tirer ce fil religieux. Est-ce qu'il a pu jouer en faveur des Arméniens, vécus pas forcément par la France, temple de la laïcité, mais par d'autres pays, et pas seulement celui qui a depuis 1953 une God We Trust sur son billet de banque? Est-ce que l'Arménie a pu être vue comme une espèce de sentinelle la plus orientale de la chrétienté, ce qui ferait que les Arméniens auraient presque, sinon des droits sur nous, en tout cas le droit d'être accueillis? Pas vraiment en réalité. Quand on regarde, si on se fie aux archives, par exemple préfectorales, ou aux archives des Bouches-du-Rhône, Marseille étant dans les années 20 la porte d'entrée pour les réfugiés russes et arméniens qui arrivent généralement donc, de Constantinople ou de Beyrouth, et donc qui arrivent souvent par les mêmes bateaux, par centaines, et donc prennent de court, si je puis dire, les fonctionnaires locaux, et on voit bien à lire les rapports qu'ils ne cessent d'envoyer à leur hiérarchie dans l'espoir que ça remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères pour que cesse cette immigration, cet afflux de réfugiés non désirables, du moins pour les fonctionnaires locaux. À chaque niveau de l'État, à chaque étage de l'administration, on a une perception différente évidemment du problème, mais à l'échelon local, on voit bien que les Arméniens sont avant tout perçus comme des orientaux. Or, oriental, dans l'esprit de l'époque, ça vient avec toute une série de stéréotypes. Et c'est vrai que la dimension chrétienne, enfin la composante chrétienne de l'appartenance des Arméniens n'entre pas vraiment en ligne de compte. Donc, orientaux, ils sont plutôt basanés, obséquieux, enfin tous les clichés qui tournent autour de Avec quelques clichés, restons sur les clichés valorisants. Ils ont un alphabet de je ne sais plus combien. Oui, très ancien. Et puis surtout, on aurait un don pour les langues, ce qui fait que l'intégration... Il y a aussi des clichés qui vont dans le sens des arrivants, si j'ose dire. Alors, pas vraiment pas dans l'immédiat, où on est vraiment dans une situation de crise, et ce qu'on voit, ce sont des réfugiés pauvres, endeuillés, avec donc des familles qui souffrent de misère, qui n'ont plus de chef de famille, ou alors qui sont bricolés avec une grand-mère, un oncle, voilà, c'est un peu la configuration post-génocide. Donc c'est ça qui inquiète en fait les pouvoirs publics, c'est de se demander comment ces gens-là vont pouvoir s'intégrer économiquement, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'il va falloir scolariser les enfants, est-ce qu'il va falloir soigner ces gens qui ne sont pas forcément en bonne santé, pour certains, qui arrivent avec le trachome qu'ils ont pu attraper dans les camps en Syrie.
Alors que jusque-là, une ville comme Marseille avait l'habitude de recevoir des travailleurs, des bras, enfin des travailleurs hommes, enfin des mâles, d'Italie par exemple, qui laissaient leur famille au pays, et puis avec des rapatriements d'argent, etc. Là, d'un seul coup, on voit arriver des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et donc, la question n'est pas de savoir s'ils vont s'adapter, s'ils ont le don des langues. On tranche un peu la question en disant quand même ils sont assez inassimilables parce que, donc encore une fois, le cliché de l'oriental, dont les mœurs exotiques ne sont pas compatibles avec celles de la nation française. Donc voilà, il y a une vague d'inquiétude qui est tout à fait manifeste dans ces archives, même si on peut trouver des philanthropes qui, au contraire, sont pleins de commisération pour ce qu'ont vécu les Arméniens, et le désastre qui est le leur est encore dans toutes les têtes. À l'époque, ça ne fait pas de mystère. Mais néanmoins, quand je compare, par exemple, avec les réactions face à l'émigration, au refuge des Russes, hein, qui arrivent au même moment, comme je disais, souvent par les mêmes bateaux et souvent dans les mêmes conditions matérielles, la réaction n'est pas la même. Le regard est beaucoup plus clément et beaucoup plus bienveillant envers ces anciens sujets du tsar que l'on perçoit un peu rapidement comme des princes ou des aristocrates face déchus, au Levantin, face au petit peuple d'Arménie. C'est comme ça qu'on se représente, sachant que l'Arménie à l'époque, encore une fois, les Arméniens étaient une minorité une des nations de l'Empire ottoman, mais donc il n'y avait pas d'Arménie constituée, d'État-nation, à part une toute petite Arménie au Caucase, mais dans la représentation des Français, c'est évidemment rien de comparable avec l'Empire russe, dont les ressortissants doivent être accueillis de la meilleure manière possible. Et voilà, il y a d'autres clichés qui entrent en jeu. On parlait tout à l'heure d'expérience migratoire. Je parlais d'invisibilité, de visibilité. On peut voir, il y a des lieux et des non-lieux. Mais je voudrais que vous puissiez nous dire si on peut considérer qu'il y a un savoir migratoire qui se met en place, touchant aussi bien à l'art de se mouvoir dans l'administration qu'à des considérations médicales, qu'à une expertise financière, commerciale, économique. Peut-on parler de savoir migratoire? Alors, moi j'ai étudié longtemps l'exil d'élite, en réalité, hein, donc d'Arméniens de Russie qui avaient fui la révolution bolchevique, et donc on a là d'anciennes classes dirigeantes, donc une bourgeoisie d'empire qui avait l'habitude de circuler entre la Russie tsariste et l'Europe occidentale, qui avait l'habitude de séjourner à Berlin, en Suisse, etc. Donc j'ai pu voir ces grandes familles partir, donc fuir la révolution bolchevique, en effectivement s'appuyant sur un savoir circulé, comme vous dites. C'est l'expression de Tarius, hein, le savoir circuler. Et donc j'ai vu des élites disposer de tous les atouts. Évidemment, j'avais de l'argent, mais un réseau de connaissances, une expérience de l'étranger, une expérience de la circulation, une capacité à passer d'un réseau d'entraide plutôt ethnique à un réseau d'entraide impérial. Donc de jouer comme ça d'un référent à l'autre, selon les contextes, selon les bénéfices attendus. Et donc, et puis qui savait aussi les langues, qui savait maîtriser, qui partait en connaissant l'anglais, l'allemand pour beaucoup, ou le français. Donc là, évidemment, on a une configuration spécialement, très privilégiée de migrants qui s'ouvrent les portes. Parce qu'ils s'ouvrent les frontières. Ils ont les atouts en main. Parce qu'ils ont tout, voilà. Et est-ce qu'il existe des contraintes qui deviennent... Déjà. Est-ce qu'il existe des contraintes qui deviennent créatrices, si j'ose dire? Est-ce que dans ceux qui n'ont pas tous ces atouts, tous ces appuis, tous ces modes de vie, se crée une sorte d'esprit presque entrepreneurial? Moi, je pense en effet qu'il y a la contrainte est beaucoup plus forte pour ceux, donc, par exemple, qui se trouvaient dans les camps
de réfugiés du Liban ou dans les orphelinats, en ayant finalement très peu d'atouts. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les instances internationales comme le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, mis en place en 1921 par la SDN, ou le Bureau international du travail, essaye de trouver des solutions de placement pour toutes ces populations dont on ne sait que faire dans les camps ou dans les orphelinats, et donc organise cet exil en migration de travail. Donc c'est bien, ça dit aussi que la contrainte pèse sur ces populations qui n'ont pas de quoi financer elles-mêmes leur trajectoire. Donc il y a vraiment une configuration de contraintes extrêmement forte qui donc nécessite des politiques publiques à l'époque, et puis par ailleurs la création du statut de réfugié apatride, qui naît à ce moment-là, hein, dans les années 20-30. Mais bien évidemment, en regardant les archives et en voyant les réfugiés migrants circuler très durablement d'un point à l'autre de la planète, on peut effectivement réfléchir sur ces ressources possibles que donne la migration et cet apprentissage des distances. Et on voit bien qu'il y a des stratégies qui se mettent en place quand on voit des familles réémigrer ensemble, quitter Paris, enfin Paris, Marseille, la France, pour s'installer en Amérique latine où il y a des fronts pionniers. Certains vont au Pérou, à Montevideo. Donc voilà, ils n'ont finalement rien à perdre que de s'installer plus loin encore, là où des opportunités se présentent. Est-ce qu'il arrive que parmi les autorités chargées d'accueillir ou dans l'opinion publique, il y a un discours qui évolue? Ce qu'on craignait comme une force de chaos devient facteur d'enrichissement. Oui. En tout cas, pour répondre à votre question, je voudrais juste revenir un petit peu sur votre question précédente. Y a-t-il un savoir migratoire? Dans le cas des rapatriements d'Algérie, vous avez un énorme encadrement de l'État, on l'a vu ensemble. Et donc, s'il y a bien un apprentissage, c'est de la part de l'État. Et de mon point de vue, étudier l'histoire des rapatriés d'Algérie, alors effectivement, on peut étudier leur mémoire, ce qui est très intéressant, on peut étudier leur expérience migratoire, mais il ne faut jamais oublier que c'est peut-être le seul exemple où l'État a mis en place une politique d'intégration immédiate. Évidemment, les individus étaient français, donc l'État se sentait extrêmement légitime. Mais dans l'histoire de France, un des plus importants pays d'immigration au monde, c'est la première fois que l'État est capable et a le désir de mettre une politique d'intégration immédiate de migrants, en tout cas de personnes qui quittent un endroit pour arriver dans les frontières métropolitaines et françaises. Et donc il y a bien un savoir de l'État. Et c'est là l'intérêt, de mon point de vue, d'étudier cette histoire, c'est que l'on va découvrir un État qui a une capacité de mettre en place des politiques d'intégration qui devraient nous faire réfléchir aujourd'hui, mais qui a le désir d'apprendre à intégrer des individus. Alors effectivement, il y a des erreurs. Et effectivement, il y a des apprentissages pas à pas de cet État qui au début propose telle aide et il constate très rapidement, via les préfectures qui observent les rapatriés d'Algérie de façon très très minutieuse et précise, qu'il faut adapter la loi, etc. Et on voit un État qui est capable d'adapter une loi et ses applications pratiquement d'une semaine à l'autre. Et lorsque les préfectures qui observent énormément par toute une pratique administrative très complexe, les trajectoires, les évolutions de ces rapatriés d'Algérie qui sont obligés d'aller, entre guillemets, le terme est fort, pointer dans les préfectures toutes les semaines, etc., où il y a des assistants sociaux qui remplissent des rapports, qui les étudient, les observent, etc., l'État s'adapte pas à pas. D'ailleurs, pour l'histoire des rapatriés d'Algérie, c'est ça qui est fascinant, on a plus de 900 lois qui vont être prises entre 1961 et les années... à la fin des années 90, 1990, qui fait qu'à chaque fois qu'une situation sociale devient ennuyeuse, devient problématique, l'État va immédiatement mettre en place sa réponse législative. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, l'État, avec les Français rapatriés d'Algérie, a su apprendre comment intégrer des migrants, en y mettant évidemment des moyens financiers, des moyens administratifs, des moyens parfois considérable, mais l'État a su apprendre. Donc ça veut dire qu'il aurait tout intérêt, de mon point de vue, à capitaliser cet apprentissage parce qu'il était encore
ces pratiques administratives d'observation des rapatriés d'Algérie jusqu'aux années 2000 étaient encore extrêmement puissantes, précises, avec une capacité d'intervention immédiate. Donc il a appris. Alors toute la question va considérer à savoir si, lorsqu'un État accueille des migrants qu'il considère comme légitimes à venir en France, puisque les Français des rapatriés d'Algérie n'avaient pas le choix, c'était la fin de la guerre, etc. Donc il y avait une notion de retour. L'État a mis les moyens. Est-ce que l'État est capable de faire la même démarche politique, puisqu'on est au cœur d'une démarche politique, pour les rapatriés qui arrivent, mais qui ne sont pas de nationalité française? S'il décide que oui, il sait le faire. Il sait très clairement le faire, d'autant plus que les individus qui ont organisé cette intégration au sein de l'administration préfectorale, mais l'administration aussi centrale, etc., ont été impliqués dans ces pratiques administratives sur plusieurs générations. Ce ne sont pas les mêmes individus qui ont commencé à travailler en 1961 et qui ont travaillé dans les années 2000. Donc il y a eu un savoir qui s'est transmis aussi au sein des bureaux, etc. Donc oui, il y a eu apprentissage, mais principalement un apprentissage administratif qui, à mon avis, mérite réflexion. Il reste juste à espérer que ces paroles fortes ne tomberont pas dans les oreilles d'un sourd. Le sourd, ça peut être l'État, même s'il a beaucoup appris. En tout cas, merci beaucoup à tous deux de nous avoir permis de porter un regard avec une réelle profondeur de champ sur ce qu'on appelle le phénomène migratoire, en oubliant trop souvent que le migrant est une personne. Merci beaucoup. Merci à vous.